L'amour romantique, c'est sans doute l'une des expériences humaines les plus puissantes et, disons-le, les plus mystérieuses. C'est une force qui a inspiré des poèmes, qui a déclenché des guerres, qui a façonné d'innombrables vies. Mais au fond, qu'est-ce que c'est réellement? Écoutez ça. C'est un poème quoique anonyme de la fin du 19e siècle. Ça capture l'essence même de ce sentiment, non? C'est viscéral, c'est absolu. On ressent la brûlure, la douleur, une passion qui peut vraiment tout consumer. C'est une preuve que cette expérience, elle transcende le temps et les cultures. Voilà la grande question. Comment est-ce qu'une seule et même force peut nous emmener au sommet du bonheur, de l'extase, et en même temps nous plonger dans les pires abîmes du désespoir? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui. Alors, pour commencer à comprendre, il faut d'abord identifier ce qu'on ressent. Essayons de décomposer cette émotion qui peut paraître si écrasante en symptômes, en traits universels que la plupart des gens connaissent bien. Le premier symptôme, il est assez radical. C'est une transformation complète de notre perception. Tout à coup, une personne devient unique, essentielle. Elle devient le centre d'un tout nouvel univers. Et tout le reste, tout le reste s'efface. Shakespeare l'a magnifiquement exprimé quand Roméo dit « Juliette est le soleil ». C'est exactement ça. L'être aimé illumine et redéfinit le monde entier. Ensuite, il y a cette occupation mentale quasi totale. Les études le montrent, quand on est amoureux, on peut passer la majeure partie de la journée à penser à l'autre. Et ce n'est pas vraiment un choix, c'est une sorte de compulsion. C'est un état qu'on retrouve dans les poésies, dans les récits du monde entier, et ce depuis des millénaires. Et puis, il y a ce paradoxe qui est absolument fascinant. L'adversité, en fait, attise la passion. On appelle ça l'effet Roméo et Juliette. Loin d'éteindre la flamme, les obstacles, qu'ils soient familiaux, sociaux, géographiques, ne font que l'alimenter. Cette lutte, elle rend l'amour encore plus intense. C'est fou, non? Bon, ces symptômes, ils sont universels, on les reconnaît. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de notre cerveau pour provoquer une telle tempête? C'est là que la science nous offre des pistes de réponse assez incroyables. Pour avoir des réponses, il fallait tout simplement aller voir ce qu'il se passe dans le cerveau en action. C'est précisément ce que l'anthropologue Helen Fisher et son équipe ont fait. Ils ont recruté des volontaires, tous dans la phase passionnée de l'amour, et les ont placés dans un scanner cérébral pour observer leurs réactions en direct. Le protocole était à la fois simple et très malin. On montrait au sujet la photo de la personne qu'il ou elle aimait. Ensuite, pour nettoyer le cerveau en quelque sorte, on lui donnait une tâche de distraction comme compter à rebours. Et enfin, on lui montrait une photo neutre, celle d'une simple connaissance. Ça a permis aux chercheurs d'isoler très précisément l'activité cérébrale liée à l'amour romantique. Et là, le résultat est saisissant. L'activité cérébrale n'était pas localisée dans les zones qu'on associe aux émotions, mais dans le système de récompense. C'est une partie très très ancienne de notre cerveau. Ce sont les mêmes circuits qui s'activent pour la motivation, la concentration et même les pulsions les plus fondamentales comme la faim ou la soif. Le carburant de ce système, c'est la dopamine. Alors attention, petite précision, on dit souvent que c'est la molécule du plaisir. En fait, c'est surtout celle du désir, de la motivation. La dopamine ne murmure pas « c'est agréable », elle crie « j'en veux encore, il m'en faut plus ». C'est elle qui est à l'origine de cette énergie folle, de cette concentration absolue et de cette obsession qui caractérise l'amour naissant. D'accord, donc on comprend un peu mieux la mécanique cérébrale. Mais la grande question c'est pourquoi? Pourquoi l'évolution a-t-elle forgé en nous une pulsion aussi puissante? Eh bien pour ça, il faut remonter très très loin dans notre passé. Regardez cette chronologie, elle raconte une histoire incroyable. Il y a des millions d'années, nos ancêtres se sont mis à marcher debout. Problème, ça a rétréci le bassin des femelles. Et en même temps, la taille de notre cerveau, elle, a explosé. C'est le fameux dilemme obstétrical. La seule solution trouvée par l'évolution, c'était que les bébés naissent beaucoup plus tôt et donc beaucoup plus dépendants. Et un bébé aussi vulnérable, il ne pouvait tout simplement pas survivre avec un seul parent. Et voilà donc la fonction première de l'amour romantique. Ce n'est pas une invention des poètes, ce n'est pas un luxe, ni même une simple émotion. C'est un mécanisme de survie, une pulsion biologique fondamentale, conçue pour souder deux individus ensemble, au moins le temps d'élever un enfant à travers ces années les plus vulnérables. Mais voilà, une pulsion aussi puissante a forcément un revers. Si ce circuit de la récompense est la source de l'extase la plus totale, qu'est-ce qui se passe quand cette récompense nous est brutalement retirée? La douleur d'une rupture, ce n'est pas juste dans la tête, elle est biochimique. Au début, c'est la phase de protestation. Le cerveau réagit de manière frénétique. Le système de la dopamine s'emballe, il travaille à plein régime pour essayer de regagner la récompense perdue, ce qui ne fait qu'à intensifier l'obsession. Et puis, quand tout espoir disparaît, le système s'effondre. C'est la phase de résignation, un état qui ressemble en fait beaucoup à une dépression.
Cette phrase, elle vient de l'Antiquité romaine et elle décrit parfaitement ce qu'on appelle l'attraction par frustration. C'est totalement contre-intuitif, mais quand l'objet de notre amour devient plus difficile à atteindre, notre système de dopamine s'emballe encore plus, ce qui rend le désir encore plus brûlant. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. La rage qu'on peut ressentir lors d'un rejet, ce n'est pas le contraire de l'amour, c'est son prolongement. Elle vient exactement de la même pulsion, du même circuit de récompense qui, une fois frustré, se transforme en une colère immense. Bon, après avoir disséqué la chimie et l'évolution de l'amour, une question se pose, forcément. Est-ce que le fait de le comprendre, de le décortiquer, lui enlève son mystère, sa magie, sa beauté? Je trouve que cette analogie est parfaite. Connaître les notes, la structure de la 9e symphonie de Beethoven n'enlève absolument rien à son pouvoir émotionnel. Au contraire, de la même manière, comprendre que l'amour est une force biologique ancienne, façonnée par l'évolution pour assurer notre survie, ça ne rend l'expérience que plus impressionnante. Alors, si on résume, ce qu'il faut retenir, c'est que l'amour est avant tout une pulsion, bien plus qu'une simple émotion. Cette pulsion, elle est alimentée par la dopamine, le vrai moteur de la motivation dans notre cerveau. Elle a évolué pour une raison vitale, la survie de nos enfants. Et enfin, c'est cette même chimie qui explique à la fois l'extase de la connexion et l'agonie terrible du rejet. On termine sur une question, une ouverture. Si cette pulsion est si ancienne, si elle a été conçue pour les savanes de nos lointains ancêtres, quel est son avenir dans notre monde moderne? Comment évolue-t-elle à l'ère du numérique, de la mondialisation? C'est une question qui reste ouverte pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.